Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, voici mon jardin forêt après 3 ans. Il faut savoir que je démarre d'une prairie pâturée par des vaches. Et pour en arriver là aussi rapidement, je mise sur la densité et les arbres pionniers. Les arbres pionniers, au début, j'en ai mis un petit peu de tout et n'importe quoi. J'avais mis sureau, bépine, églantier, etc. Maintenant, je pars vraiment sur saule-marceau, bouleau verruqueux, peuplier tremble ou des peupliers hybrides et de l'aulne de Corse ou aulne glutineux. Voire robinier, mais voilà, c'est quand même un peu plus envahissant et épineux. C'est pas grave, je vais prendre dans ma gestion, mais attention tout de même. Ici, les arbres pionniers, donc pourquoi les installer? Il faut savoir qu'au tout début, donc là dans la prairie, donc les herbes, comme on le voit ici, sont très concurrentielles. Elles vont pomper toute l'eau. Ce sont aussi les bactéries qui prédominent et pas les champignons mycorhiziens dans ce type d'écosystème. C'est plutôt le milieu de la compétition. Et leur système racinaire forme un tapis ici où c'est compliqué pour les systèmes d'arbres de s'installer. Sauf que pour les arbres pionniers, comme je l'expliquais, ils sont vraiment habitués à cette compétition, donc ils vont vraiment pousser en sol pauvre, en plein vent, grandir très très vite, même des fois avoir un tronc blanc comme le bouleau pour refléter la lumière. Et donc là, c'est ce qui permet de créer une ambiance forestière plus rapidement et de pouvoir, par exemple, ombrager des jeunes plants qui ont besoin d'ombre ou créer un sol forestier plus rapidement pour des plantes qui ont besoin d'un sol plus riche en humus, ou même carrément créer des structures qui servent de support pour, par exemple, là, on voit un houblon qui grimpe dans un bouleau. Il faut savoir qu'au début, on a beaucoup de pionniers, moins de fruitiers, mais à terme, on aura plus de fruitiers et moins de pionniers. C'est vraiment pour donner l'impulsion à l'écosystème. Après, je laisse jamais un bouleau ou un arbre pionnier pousser et filer. Il va vraiment prendre toute la place, toute la lumière, et ça n'ira pas. Donc là, au début de l'écosystème, parce que j'aime bien dire aussi qu'on cultive un écosystème, donc même si un arbre se porte pas bien, c'est pas grave, je vais voir dans l'entièreté comment ça se porte, s'il y a des belles pousses, du fruit, etc. C'est que lui ne t'a pas adapté au contexte. Et donc là, l'écosystème forestier en tant que tel, donc au début, il faut surtout gérer l'enherbement, donc je suis souvent à 4 pattes en train de désherber, pailler, etc. Sauf que maintenant, c'est l'inverse. Je suis surtout en fait en train de gérer la lumière. Et donc là, chaque année, soit il y aura, là j'ai pas encore commencé, vu que c'est la 3e année, là ils sont en âge pour certains d'être recépés ou trognés. Donc le recépage, ça se fait assez bas, fréquemment pour les saules. Donc à 5 cm, on va vraiment à chaque fois couper, il y aura plein de rejets. Pour la trogne, je vais chaque année couper environ au même endroit, ce qui va faire que le tronc va grossir, il y aura à chaque fois plein de rejets, que je pourrai à chaque fois récupérer pour mettre au sol et déposer la matière pour nourrir mon sol du coup. Voici ce à quoi ressemble une trogne, donc tout le temps coupé au même endroit. Donc là, le tronc grossit, mais il y a plein de rejets qui peuvent servir par exemple aussi de fourrage pour les animaux, ou alors oui, pour nourrir le sol, mais si on laisse des plus gros calibres, ça peut carrément être du bois de chauffage. Donc là, j'aime bien aussi faire des relevés de couronne, comme ici, parce que là, on le voit, j'avais coupé toute la petite branche qui démarrait assez bas. Donc là, ce qui n'empêche pas le houblon de pouvoir grimper, mais de pouvoir, par contre, faire entrer la lumière pour le cornouiller mâle qui se trouve derrière. Et là, on voit quelques petits fruits qui commencent à apparaître. Et on a vraiment cet effet aussi d'étage. Donc là, on a les arbustes, des plantes grimpantes, des plus grands arbres aussi plutôt côté nord. La strate herbacée est quand même moins développée chez moi, je la développerai un peu plus tard. On voit quand même que les graminées sont un peu plus calmes, donc même si on en voit encore, c'est très facile à les arracher, leur système racinaire devient quand même moins dense, elles se plaisent moins dans ce type de conditions. Et comme j'expliquais, donc là, les déchets entre guillemets des arbres pionniers sont à chaque fois déposés au sol. Donc là, j'ai de la matière organique, mais également l'eau verte contenue dans les plantes, parce qu'on parle beaucoup de l'eau bleue, des lacs, des rivières, de l'eau de pluie, etc. Mais l'eau verte contenue dans les plantes est aussi libérée. Les arbres pionniers me permettent de cultiver des plantes qui n'auraient pas pu être installées si elles n'étaient pas là, comme par exemple ce gingembre rustique, qui ne peut pas pousser en plein soleil, mais plutôt à la mi-ombre, voire à l'ombre. Ou également, par exemple, l'aziminier, qui lui, dans sa jeunesse, doit se trouver à l'ombre ou à la mi-ombre. Et là, ce qui permet de pouvoir cultiver des arbres pionniers en plein sud, face au sud, de mettre l'aziminier derrière, et une fois que l'aziminier a grandi, on peut carrément rabattre ou supprimer l'arbre pionnier pour qu'il puisse se développer en plein soleil.
Et donc là maintenant, je dirais que c'est plus trop la gestion d'enherbement que je dois régler, donc je suis plus 3-4 pattes, mais c'est plutôt, je me promène avec mon sécateur, je coupe, je dépose, et c'est gérer l'ensoleillement. Donc il faut quand même avoir une gestion avec le pionnier. Les arbres pionniers permettent de créer un microclimat plus rapidement et d'être protégés du vent parce que le vent est un facteur limitant. Il assèche, il limite la récolte, il limite la croissance, mais il y a aussi plein de fruitiers, de végétaux qui sont rustiques, mais qui n'aiment pas être en plein vent. Il faut savoir que tous les arbres pionniers ne vont pas rester sur place, donc je vais en trogner ou recéper certains comme je l'expliquais, mais certains seront carrément supprimés. Soit ils seront valorisés, ou alors je laisserai le bois mort sur place pour tout ce qui est champignons, humidité, insectes, donc il trouvera une seconde vie. Je vous propose une petite balade dans le jardin-forêt. Donc on va voir un petit peu les différentes espèces qui ont été installées, mais aussi parler de l'entretien de celui-ci. L'entretien de chemin n'est pas à négliger. Donc là, par exemple, on voit un framboisier. Donc c'est un framboisier Jewel à fruits noirs, très très vigoureux. Là, je dois couper tout ce qui dépasse à chaque fois, donc qui vient obstruer mon chemin. Là, dans ce cas-ci, c'est un framboisier. Des fois, j'ai de la consoude, je vais avoir le sureau qui dépasse, etc. Donc j'ai en permanence le sécateur avec moi. Au début, j'entretenais avec la faux. Maintenant, je suis plutôt un peu mécanisé. J'ai une petite tondeuse pour l'entretien des chemins, donc qui est super important. Au niveau de l'entretien du jardin-forêt, parce qu'on entend souvent que c'est un écosystème autonome, ce qui est pas exactement vrai. En fait, il y a la méthode marche ou crève où là, on installe des arbres, on voit un petit peu du coup ce qui marche bien, ce qui marche pas. Voilà, ce qui marche, ce qui fonctionne bien va être bien installé, mais ce qui marche pas, du coup, il y a quand même plus de chances de perte aussi. Moi, je suis plus interventionniste, donc j'aime quand même bien tailler, entretenir, favoriser. Et donc là, c'est sûr que ça demande moins d'entretien par rapport à un potager. Mais voilà, il faut quand même désherber, tailler, entretenir le chemin, peut-être arroser aussi la première année. Et donc là, moi, c'est ce que je conseille, c'est aussi phaser le projet. Donc là, il faut savoir que planter un arbre, c'est très très simple, hein, ou même planter une centaine d'arbres, c'est très simple. C'est l'entretien qui est lié autour, qui peut prendre du temps. Là, on voit que c'est la partie la plus âgée, donc là, on peut retrouver un peu les différentes strates, hein, les différents fruitiers, que ce soit petits fruits, pionniers, un peu de plantes vivaces, des plus grands arbres. Mais au début, ce que je conseille, c'est vraiment démarrer en année 1 juste avec des plantes pionnières. Parce qu'elles sont habituées à la compétition, comme j'expliquais. Ensuite, c'est venir avec des arbustes ou des arbres à petite baie, parce qu'eux fructifient plus rapidement, vont aussi fleurir plus rapidement, et les arbres pionniers seront déjà un peu développés. Et seulement en année 3, planter peut-être les plus grands arbres comme châtaigniers, noyers, pommiers, etc. Parce que eux, de base, poussent avec d'autres arbres et avec des champignons mycorhiziens. Et c'est à ce stade-là qu'ils commencent à arriver. Et donc là, moi, je conseillerais vraiment de phaser le projet. Donc là, par exemple, on peut voir un Polonia avec ses grandes feuilles. Il est enfin parti. Celui-ci a 3 ans. Normalement, il doit être beaucoup plus grand, mais chaque année, il repartait depuis la base. Il souffrait avec les gelées tardives. Là, il doit faire au moins 2 mètres. Donc 2 mètres de croissance en 1 an. J'ai aussi intégré des plantes annuelles comme des courges, du maïs ou des tomates, parce qu'elles ont tout à fait leur place au début de l'écosystème, hein, surtout quand il y a beaucoup de lumière qui pénètre encore sur les strates inférieures. À terme, si on veut toujours cultiver des légumes, je conseille plutôt d'ouvrir des clairières si le milieu est trop ombragé, parce que ces plantes demandent quand même le plein soleil. Il faut savoir que je suis assez nul en potager. Là, je préfère tout ce qui est pérenne ou ligneux. Donc là, on voit cette tomate, par exemple, qui court toute seule, comme ça, au pied d'un arbuste, mais qui est quand même face au sud. Elle porte quand même, elle n'est pas malade. J'en ai mis 4 comme ça, j'en ai quand même une qui était malade sur les 3. Mais ça a l'air de quand même bien se passer. Je vais sûrement récupérer les graines pour adapter les plantes au contexte. Ça pourrait être super intéressant. Là, on voit qu'elle rampe. Donc, j'ai pas tiré les gourmands, j'ai pas tutoré, donc je sais pas ce que j'aurais dû faire, mais ça a l'air de bien se passer. Je suis vraiment étonné du résultat après 3 ans. Donc, on a vraiment une impulsion ici. Donc là, on arrive déjà à une sorte de petit boisement, alors que je démarre vraiment d'une prairie. Donc là, comme on peut le voir, j'avais vraiment juste de l'herbe. Et maintenant, grâce à la densité, à la diversité, on accélère vraiment le processus.
Et en fait, c'est ça que je trouve super rassurant. Enfin là, j'ai quand même, par exemple, des pertes, hein, il faut pas croire. Là, j'ai un pommier qui a peut-être pas apprécié les conditions climatiques de cette année-ci. Donc là, c'est aussi beaucoup d'expérimentation. Là, je plante, je vois ce qui marche pas, etc. C'est super important. Et donc là, moi, j'aime bien retrouver, en fait, c'est comme si on retrouvait son rôle dans l'écosystème. Donc vraiment d'accélérer le processus, de pouvoir créer différents milieux plus humides, plus secs, plus arborés, plus ouverts pour accueillir la biodiversité. Et donc là, c'est vraiment retrouver notre rôle d'être humain dans l'écosystème, quand on peut aggrader et pas toujours dégrader. Donc là, on peut encore retrouver ce principe de strate, où là, par exemple, j'ai de la menthe, j'ai un petit arbuste, une baie de mai, un argousier derrière, un arbre pionnier sur lequel pousse du houblon, qui est en fleurs en ce moment. Et donc là, si on continue, de la camomille, de l'argousier, un caraganier, bouillon blanc. Donc c'est très diversifié, c'est très dense. Il faut savoir que le côté récolte n'est pas vraiment mis en avant. Là, pour moi, c'est quelque chose qui ne se quantifie pas. C'est le côté aussi ressourcement, bien-être, là qui est plutôt mis en avant. Donc on se balade dans des chemins sinueux, avec voilà, plein de couleurs différentes, des petites fleurs, etc. Donc voir plein d'insectes chaque année. Je vois aussi des insectes différents. Là, on voit un maïs, donc encore une plante annuelle. Donc voilà, toute cette diversité est aussi très belle à voir. Et on se balade donc avec quelques petits fruits. Donc c'est sûr que comparé aux haies fruitières, là c'est sûr que c'est peut-être moins productif ou moins organisé, mais c'est vraiment génial de voir toute cette diversité, quoi. Vraiment jouer avec les couleurs différentes, les formes différentes. Là c'est vraiment un plaisir pour les yeux, avec des feuillages panachés, des feuillages pourpres, des feuilles plutôt fines, des feuilles plutôt larges. Donc le côté esthétique aussi est très important. On va rentrer dans une zone qui pour moi est un microclimat, car côté nord, il y a le jardin-forêt qui a été planté il y a 3 ans, qui protège. À droite, on a une haie, donc côté ouest, avec un beau talus. Et côté sud, on a vraiment une très très vieille haie. Et là, ce qui me permet de cultiver des plantes que je n'aurais pas pu si j'étais en plein vent. Et donc là, on trouve par exemple un aziminier juste en face de nous. De là, j'ai quand même dû mettre un voile d'ombrage, donc j'aurais peut-être dû mettre des arbres pionniers en face pour éviter ce type de situation. On va parcourir aussi quelques espèces. Parce que ce type d'espèces-là que j'ai installé, est-ce que j'ai installé de l'abricotier, de l'amandier, ah bah oui, justement l'amandier, qui est juste ici. Donc là, c'est très très bien développé. J'ai pas encore eu d'amande, mais il y en a déjà eu dans la région sur cette même variété qui est Robéine à floraison tardive. N'aurait pas pu être cultivé en plein vent, donc au-dessus de la butte ou sur la partie jardin-forêt qu'on a vu précédemment. Parce que là, dans le phasage, il faut savoir que c'est une partie que j'ai plantée il y a 2 ans, celle-ci, et celle derrière il y a 3 ans. Et on verra un peu plus loin la partie qui a été plantée il y a 1 an, pour montrer en fait les différents stades du jardin-forêt. Et donc là, on peut voir aussi un cédrel de Chine, qui se plaît aussi dans des endroits plus protégés du vent. Donc là, c'est le feuillage qui va se manger, qui a un petit goût de ail oignon très sympa. Là, on peut voir un plus vieux aziminier, et là qui n'a plus besoin d'ombrage, comme j'expliquais. Une fois qu'il est plus adulte, là on peut vraiment le mettre en plein soleil, c'est pas un problème. Il a même besoin du plein soleil pour la fructification. Un arbre aux cloches d'argent, un arbre aux haricots bleus, un kiwai mâle. Là j'ai eu beaucoup de pertes sur les kiwai femelles cette année-ci, le mâle a l'air plus vigoureux. Donc soit je vais greffer des variétés femelles sur ce kiwai mâle, ou alors je vais acclimater pendant beaucoup plus longtemps les variétés femelles, quoi. Donc là, on avance, on voit que c'est un peu plus ouvert parce que 1 an plus jeune que la partie précédente. Et là, on voit aussi, par exemple, un figuier. Donc c'est un unifère précoce. J'ai aussi testé la taille de fructification que j'ai vu sur Internet, ou que Thibaut de Boisvreuil, qu'on a vu dans une vidéo précédente, parlait aussi. Donc là, de couper le bourgeon dominant pour que la figue apparaisse, et c'est vraiment le cas. Parce que celle derrière, en fait, il n'y a pas du tout de figue. J'ai pas coupé le bourgeon apical, donc l'apex. Et là, je l'ai fait, les figues apparaissent directement, quoi. Donc super intéressant. Et là, lui aussi est protégé du vent grâce au jardin-forêt derrière bien développé, grâce à la belle haie et au talus qui a été planté aussi il y a 3 ans, et aussi grâce à la belle haie qui se trouve là il y a plusieurs décennies. On continue le petit tour. On voit un agrume très rustique, donc le citronnier épineux,
qui a passé l'hiver sans problème. J'ai pas eu de fruits encore, mais voilà, le fruit ici n'est pas très très bon. C'est plutôt récupérer les pépins pour en faire des bons porte-greffes. Donc pour mon activité, c'est très intéressant pour pouvoir le greffer. Mais là, il se comporte très très bien. J'ai aussi mis par exemple encore un autre figuier, du kaki aussi, donc le kaki que François des Alvéoles m'a offert. Donc petite dédicace à lui. Ah oui, pour les plantes annuelles aussi, je les ai achetées à la main verte à Ourthe. Donc là, c'est vraiment aussi une maraîchère passionnée que je recommande ici pour tout ce qui est plantes annuelles ou production de plantes vivaces. Donc c'est super intéressant parce que ce n'est pas des plantes que je produis, que je m'y connais vraiment des masses. Donc là, c'est vraiment elle que je recommande à chaque fois. Je mets aussi beaucoup de protection autour de mes arbres parce que je ne mets jamais rien dans le sol. Hein, ça, il faut le savoir. Je mets jamais de grillage dans le sol contre les campagnols parce que j'essaie de favoriser les prédateurs naturels, tout ce qui est renard, rapace, hermine. Il y a aussi des chats qui passent par là, mais je me dis, je ne saurais pas enlever les grillages, sauf dans certains cas, si vraiment il faut, dans certains projets, je me dis, il y a une grosse prédation. Là, je mets un grillage avec une fine maille, mais il faut un grillage de moins bonne qualité pour qu'il puisse se dégrader. Mais par contre, ici, moi, ce que je fais, j'ai quand même pas mal de lièvres. Donc là, c'est un kaki que j'ai acheté à Demorbeeboom, en Flandre, donc spécialiste du kaki et du morus, que je recommande également. Et là, par contre, oui, là, il faut absolument protéger, quoi. Donc, parce que les lièvres viennent écorcer les arbres. Et là, par contre, c'est un grillage que je peux retirer, remettre un autre jeune arbre, etc. Parce qu'à terme, ici, l'écorce sera trop vigoureuse pour qu'il puisse être mangé. Là, j'ai aussi mis des jujubiers. Donc là, je ne crois pas trop à la fructification, hein, même si ils se plaisent bien, voilà, ils se développent, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'on arrivera un jour à récolter du fruit parce qu'il faut une arrière-saison assez longue et chaude. On voit un abricotier, donc lui qui a passé l'hiver sans problème. Là, je suis parti sur des variétés soit russes ou d'Ouzbékistan, donc plutôt sauvages. Donc, ils sont plus rustiques, mais l'abricot est un peu moins sucré. Donc là, on voit encore un autre abricotier, là, qui se plaît vraiment bien, qui a bien poussé. Et là, ici, on peut se dire qu'il y a encore un autre cédrel de Chine, mais pas du tout. C'est l'élante. Donc là, c'est une plante envahissante et toxique. Donc, il faut toujours aussi être sûr de ce qu'on consomme. Parce que là, si on vient manger une feuille, on risque d'être malade, quoi, ici. Donc, attention. Là, c'est les fameux peupliers hybrides. Donc là, je les ai plantés très jeunes. Ils viennent de chez Pépinière Plume. Et là, ils ont déjà bien grandi. Ah oui, aussi, petite référence. Là, à chaque fois, j'essaie de quand même mettre des petites références à d'autres projets que j'étais visités. Donc, c'est au Jardin Forêt du Chambon. Où là, par exemple, il y a l'haricot orteil de prêcheur qui se développe bien, qui est en fructification. Leur ciboule de Chine, leur chou perpétuel, je crois que c'était le Brooklyn Nine Star, pardon, qui se développe très bien aussi, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment des chouettes projets aussi à aller voir. Là, on voit un argousier, il y a des petits fruits dessus en train de se développer. C'est ce qui pousse vraiment la mer dans le sable, dans les dunes. Mais il pousse aussi très bien ici. Je suis sur un sol plutôt limoneux. Je ne sais pas si en sol argileux, il se plairait vraiment bien. Du kaki. J'ai pas encore vraiment eu l'impulsion comme dans la partie plantée il y a 3 ans, mais on y vient. Encore un amandier qui se trouve là. Et donc voilà un petit peu, grosso modo, la partie plutôt microclimat où je peux cultiver des plantes un peu plus sensibles parce qu'elles sont protégées du vent. Et on termine avec un petit figuier Ice Crystal. Voici ce à quoi ressemble un jardin-forêt en année 1. Donc moi, je ne planterai que des arbres pionniers. Donc par facilité d'entretien et aussi tout ce qui est à la concurrence, parce qu'eux sont habitués à pousser dans ce type de conditions, très ensoleillées, au vent, au sol pauvre, etc. Le souci, c'est que maintenant, à force de densifier, je vois de l'espace partout. Donc là, moi, je me dis, j'aurais pu encore mettre 4 arbres pionniers, là encore 3. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment planter très dense, quitte à en couper un peu plus par la suite. Ça ne fera que du bien pour nourrir le sol, etc., quoi. Donc je ne mettrai vraiment que des arbres pionniers à l'heure actuelle pour démarrer un jardin-forêt. Après, bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode où on plante tout d'un coup, ou alors on plante d'abord les grands arbres et ainsi de suite. Mais voilà, pour moi, à force de planter plusieurs jardins-forêts, c'est la méthode qui, pour moi, est la plus efficace, quoi. Pour respecter, par exemple, les plantes qui ont besoin d'ombre au début, ou qui ont besoin d'être protégées du vent, ou qui ont besoin d'un meilleur sol. Et en fait, en respectant la succession écologique, parce que si on ne fait quand même rien sur quelques mètres carrés, donc là, si on prend cette petite
parcelle d'herbe, si je ne fais rien, ça tend quand même vers la forêt. En gros, il y a des hautes herbes, puis des ronces, puis des arbres et arbustes pionniers, ainsi de suite, pour atteindre les plus grands arbres comme le chêne, le hêtre ou le tilleul, qui sont des espèces de stade climatique, donc qui vont vraiment dominer, et qui viennent en dernier lieu, qui vont rester en place 2000, 3000 ans. Parce qu'un arbre pionnier peut vivre peut-être 60 ou 70 ans. En fait, ça paraît long pour une échelle humaine, mais c'est rien du tout à échelle végétale. Et donc là, en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est accompagner ce mouvement naturel, qui est la forêt, donc le climax de l'Europe, en intégrant des plantes comestibles ou médicinales. Donc simplement, mais du coup, si on met tout d'un coup, j'ai l'impression que, que le process est peut-être un peu plus compliqué. C'est pour ça que moi, je préfère respecter la succession par facilité, quoi. Mais voilà, chacun sa méthode et je respecte toutes les méthodes. Et bien sûr, il n'y a pas vraiment, pour moi, une bonne formule, mais pour moi, c'est celle, du moins sur mon terrain et dans mon contexte, qui marche le mieux. Un petit mot sur le design. Donc, ce que j'ai fait, c'était beaucoup d'observations pendant plusieurs mois. Et là, il faut savoir que là, j'ai quand même pas mal de chemins qui sont assez sinueux, des bosquets très organiques avec des formes arrondies. Et là, ça s'appelle les lignes de désir. Donc, en gros, sur un chemin, enfin, du moins sur une pente, c'est de l'inconscient, on ne va jamais tout droit. On prend des sinuosités inconsciemment, et ce qui fait un tracé très naturel. Les architectes paysagers utilisent ce type de méthode dans les parcs, par exemple, où d'abord, ils ne tracent pas les chemins, ils laissent le public passer, passer et repasser, ce qui fait qu'il y a un tracé naturel qui se forme, et puis ils mettent un revêtement sur le tracé naturel. Et là, c'est ce qui s'est passé. J'ai d'abord regardé les chemins que j'empruntais naturellement pendant plusieurs mois ou que les animaux empruntaient. Au début, j'ai pris la faux pour élargir, maintenant c'est la tondeuse, mais ce qui me donne vraiment un tracé très naturel et très organique. En ce qui concerne le choix des espèces et des variétés à intégrer dans le jardin-forêt, je me suis basé sur 3 grandes conditions. Je me trouve dans l'Ardenne belge, donc c'est la région la plus froide de Belgique. Il me faut d'office des plants rustiques à moins 15 degrés, des floraisons tardives ou des floraisons rustiques, mais c'est pas le tout que la plante passe l'hiver et qu'elle porte le fruit, il faut qu'il arrive à maturité. De là, pour ce faire, il me faut aussi une maturité de fruits précoce. Là, ce sont les 3 gros ingrédients à prendre en compte, et puis après, suivant le type de sol, le climat, le microclimat, l'espace disponible, ça va être aussi très différent, on fera une autre sélection en plus, c'est pour ça qu'il faut passer par le design aussi, même en jardin-forêt. Là, j'ai fait un jardin-forêt à mon image. Donc là, je voulais quelque chose de beaucoup plus organique. Voilà, limite sauvage, on pourrait se promener, limite se perdre, cueillir des fruits, plus pour un côté ressourcement. Mais voilà, il faut savoir que chaque jardin-forêt va aussi être différent suivant le porteur du projet ou le climat dans lequel il se trouve, avec peut-être différentes espèces, si on intègre aussi l'animal ou non. Donc ça qui est beau aussi, pour moi, ça va créer un maillage écologique énorme parce que chaque jardin-forêt sera différent, mais sera interconnecté, et c'est comme ça, voilà, qu'on peut vraiment, pour moi, changer les choses. Parce que là, j'ai beau reboiser 2 hectares de terrain, j'ai quand même envie que tout le monde s'y mette, quoi. Donc, n'hésitez pas à planter, planter, planter. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes!